Mercredi 26 juin, bienvenue pour ce nouveau 20h sur RTI 1. À la une, la visite officielle du président angolais en Côte d'Ivoire. Il est arrivé sur le sol ivoirien en fin d'après-midi ce mercredi. Accueilli à l'aéroport Félix Houphouët-Boigny par les autorités ivoiriennes, il aura une rencontre avec le président Alassane Ouattara. Il sera notamment question de renforcement des relations économiques entre les deux pays. Plus tôt dans la journée, un conseil des ministres a été présidé par le chef de l'État. 13 décrets ont été pris, dont celui relatif au choix de l'emplacement pour la construction de la grande gare routière moderne de la ville d'Abidjan. La première dame de Côte d'Ivoire a lancé ce mercredi la saison 2024 du tournoi de football doté du trophée Dominique Ouattara. Cette 15e édition sera disputée dans 71 communes du pays et c'est l'une des activités annuelles de la Fondation Children of Africa. Et puis, le président kenyan William Ruto a cédé à la pression de la rue. Il a finalement annoncé aujourd'hui le retrait du projet de budget 2024-2025, un texte très controversé qui prévoyait des hausses de taxes. Bonsoir à tous, nous sommes ravis de vous retrouver ce soir encore sur RTI 1. Le président de la République d'Angola, João Lourenço, a foulé le sol ivoirien cet après-midi. Il entame ainsi une visite officielle qui va durer du 26 au 29 juin. Le président angolais aura un tête-à-tête avec son homologue ivoirien, le président Alassane Ouattara. C'est une visite qui vient renforcer les relations bilatérales entre les deux pays et des accords de partenariat vont être signés entre Abidjan et Luanda dans plusieurs domaines. Mama Traoré. Pays d'Afrique centrale, l'Angola ne compte qu'une centaine de ressortissants établis en Côte d'Ivoire. Bon nombre d'entre eux sont venus ce mercredi au pavillon présidentiel de l'aéroport international Félix Houphouët-Boigny d'Abidjan pour accueillir leur président João Lourenço qui entame une visite officielle de 72 heures en Côte d'Ivoire. Visite que voit d'un bon œil Félix, un jeune Angolais qui étudie les mines et le pétrole en Côte d'Ivoire. Quand je suis arrivé ici, je ne savais pas parler français, je n'avais pas d'amis, je n'avais pas de parents ici après mes parents. Donc ils m'ont accueilli. Donc voilà quoi, j'aime bien la Côte d'Ivoire, j'aime bien le peuple ivoirien. De cette visite, j'espère bien que les liens entre l'Angola et la Côte d'Ivoire pourront être bien solides. Dans les jardins du pavillon présidentiel, quelques Ivoiriens séduits par l'Angola sont également présents. Leur vœu, voir prospérer les relations entre ces deux pays d'Afrique subsaharienne. Il était important pour nous de rassembler les deux peuples parce que ces deux peuples ne se connaissent pas bien. Donc il faut que ces peuples apprennent à se connaître, apprennent à se fréquenter. Je prends un exemple, quand on prend l'artiste Serge Beno, est-ce qu'un Angolais connaît qui est Serge Beno? Certainement que l'Angolais connaît qui est Didier Drogba. On ne connaît pas de Serge Beno. Il faut amener l'Angola à connaître un artiste ivoirien, il faut amener l'Ivoirien à connaître un artiste aussi angolais. Donc il faudrait que ces peuples apprennent à se connaître, raison pour laquelle l'ONG a été créée. Les B2B, les hommes d'affaires qu'on a managés pratiquement qui sont là, pour pouvoir aussi développer de part et d'autre les échanges des investisseurs angolais en Côte d'Ivoire, pour investir en Côte d'Ivoire et les investisseurs en Côte d'Ivoire investir aussi en Angola. Et donc c'est dans ce cadre pratiquement qu'on a vraiment tissé les liens d'amitié. Et aujourd'hui, au sommet, les deux présidents se rencontrent et qui viennent avec les hommes d'affaires. Il est 17h40 lorsque l'avion présidentiel angolais foule le tarmac de l'aéroport d'Abidjan. À sa descente d'avion, João Manuel Lourenço et son épouse sont accueillis par le couple présidentiel ivoirien. Comme le veut le protocole en pareille circonstance, l'hôte du jour reçoit les honneurs militaires dus à son rang. Puis s'enchaîne la symbolique poignée de main, attestant de la volonté des deux chefs d'État d'ouvrir une nouvelle ère de coopération, 43 ans après l'établissement de leurs relations diplomatiques. Cette visite officielle du président de la République d'Angola est donc un tournant décisif. Elle sera notamment marquée par un entretien entre les deux chefs d'État, la signature d'accords de coopération et un forum économique.
Il faut savoir que la Côte d'Ivoire et l'Angola ont commencé à tisser des liens diplomatiques depuis 1981. Depuis lors, plusieurs accords de coopération ont pu être signés. Les échanges commerciaux globaux s'élèvent à plus de 28 milliards de francs CFA en 2022 et les deux pays souhaitent intensifier davantage cette coopération bilatérale. Michel Digré nous en fait le point à ce jour. La Côte d'Ivoire et l'Angola, ce sont 43 années de relations diplomatiques marquées par plusieurs accords de coopération. Les derniers documents paraphés remontent au 17 avril 2023 à Luanda. Léon Kakouadom, ministre des Affaires étrangères de Côte d'Ivoire, et son homologue angolais avaient signé 13 projets d'accords dans divers domaines. Avant cela, un mémorandum d'entente de coopération entre l'Assemblée nationale d'Angola et l'Assemblée nationale de Côte d'Ivoire a été paraphé le 23 octobre 2023. À cette occasion, Adama Bictogo avait rencontré la communauté ivoirienne vivant en Angola. Estimée à environ 3000 personnes, ces Ivoiriens sont bien intégrés dans leur pays d'accueil et exercent dans plusieurs secteurs d'activité. Les échanges commerciaux globaux entre la Côte d'Ivoire et l'Angola s'élèvent à plus de 28 milliards de francs CFA en 2022 contre 16 milliards de francs CFA en 2021, soit une hausse de 11 milliards de francs CFA. Toutefois, il faut noter que le niveau de ces échanges économiques demeure toujours faible au regard des énormes potentialités économiques dont regorgent les deux pays. La visite officielle du président angolais João Lourenço permettra certainement d'accélérer la mise en œuvre des différents accords de coopération existants et de faire le suivi régulier des accords déjà signés. Nous sommes mercredi et c'est jour de conseil des ministres. 2 projets de loi, 13 décrets et une communication ont été examinés, au nombre desquels le projet de construction de la grande gare routière moderne de la ville d'Abidjan. Un décret a été adopté relatif à l'emplacement de cette gare. Vijanaïma. Des décisions majeures ressortent du Conseil des ministres de ce mercredi 26 juin, réuni sous la présidence du chef de l'État, le président Alassane Ouattara. En effet, le Conseil a envisagé les voies de financement pour la construction de logements sociaux, comme annoncé par le président de la République le mardi 18 juin devant le Congrès. La ratification de l'accord portant établissement de la Banque de développement Shelter Afrique. Cette banque a été créée en octobre 2023 à partir de la transformation des institutions panafricaines, à savoir l'ex-société Shelter Afrique, en une banque de financement du logement en Afrique. La banque est dotée d'un capital d'1 milliard de dollars américains répartis entre les pays membres et plusieurs institutions panafricaines. La ratification des statuts de la Banque de développement Shelter Afrique permettra à notre pays, notamment au secteur du logement, de bénéficier d'appuis financiers importants pour le financement de la production de logements à coût abordable. Toujours en matière de réalisation d'infrastructures, le projet de construction de la grande gare routière moderne du district d'Abidjan a de nouveau été examiné par le Conseil. Un décret a été pris relatif à l'emplacement de cette gare. Le Conseil a adopté un décret redéfinissant et déclarant d'utilité publique les limites du périmètre du projet de construction de la gare interurbaine d'Abidjan. Cette gare moderne sera réalisée sur le site de l'ancienne casse d'Adjamé et regroupera dans un environnement sain et sécurisé toutes les activités liées au transport urbain de façon à fluidifier la circulation dans le district autonome d'Abidjan. Ce décret précise les limites du périmètre du projet. Et la décision qui est prise aujourd'hui, c'est de bien délimiter le périmètre et c'est ce périmètre qui est déclaré donc d'utilité publique. Donc personne n'a le droit de s'installer sur le périmètre qui a été défini donc, à ce sujet pour pouvoir abriter la gare. Ce périmètre qui va faire environ 35 hectares. Donc ces 35 hectares seront uniquement mis à la disposition
de ce projet. Le parc à bétail, tout le monde sait que c'est une installation provisoire, c'est ce qui a été dit. Et dès lors que ce périmètre est déclaré d'utilité publique pour le projet de la gare, mais aucun autre projet ne peut venir dessus, il va sans dire que le district trouvera très certainement un autre site pour le parc à bétail. Exigence de transparence et de bonne gestion, le Conseil des ministres vient de revoir l'organisation, l'attribution et le fonctionnement de l'Agence de gestion et de recouvrement des avoirs criminels, en abrégé l'AGRAC. Ce décret modificatif vise à répondre à l'exigence de transparence et à assurer une gestion efficiente des fonds gelés, saisis ou confisqués confiés à l'AGRAC. Il institue, à cet effet, un contrôle permanent des comptes de l'agence à travers des commissaires aux comptes désignés parmi les experts comptables inscrits au tableau de l'ordre, des rapports trimestriels relatifs à l'exécution budgétaire et des audits réguliers pouvant être commandités à la fois par le conseil de surveillance et le ministre chargé du budget. Et tout cela en vue de garantir le respect des normes comptables et financières en vigueur. Le prochain Conseil des ministres se réunira le 10 juillet prochain. La première dame de Côte d'Ivoire a lancé aujourd'hui la saison 2024 du tournoi de football doté du trophée Dominique Ouattara. C'est l'une des activités annuelles de la Fondation Children of Africa. Cette 15e édition va se disputer dans 71 communes du pays. Mama Traoré. 2024, année marquée par le 3e sacre de la Côte d'Ivoire à la Coupe d'Afrique des Nations de football, CAN. De quoi donner une saveur particulière à cette 15e édition du tournoi, doté du trophée Dominique Ouattara qu'organise chaque année la Fondation Children of Africa. Cette année, le tournoi aura lieu dans 71 localités afin d'égayer sainement les jeunes en ces vacances scolaires. Maman Dominique, nous sommes conscients que le chemin vers la victoire est parsemé de challenges, mais grâce à vos encouragements, nous vous promettons de mettre toute notre énergie et notre cœur pour être les meilleurs. Pendant les vacances, on ne parlera pas de calaou, on ne parlera pas d'alcool, on ne parlera pas de banditisme, parce qu'il y a un viatique, il y a quelque chose qui occupe l'esprit des enfants. Ça, grâce à Dieu, grâce à vous. Merci de sauver ces vies-là. Pour les instances dirigeantes, le trophée qui porte le nom de la première dame Dominique Ouattara est devenu au fil des années un vecteur de développement du football ivoirien. Au niveau de la fédération, nous avons pour obligation d'organiser, de gérer et de donner les meilleures conditions de développement à tous les pratiquants du football. Et des projets comme le vôtre, des actions comme celles que vous menez, viennent renforcer de façon efficace les dispositifs que nous mettons en place. Chers enfants, cette coupe de maman Dominique Ouattara vous donne d'avoir des vacances saines et riches du trésor de la convivialité et de la fraternité. Dans la trajectoire de la CAN 2023 marquée par le sac des éléphants, cette activité est une opportunité de rassemblement et de réjouissance pour tous les enfants de la Côte d'Ivoire. C'est le lieu de présenter à la première dame Dominique Ouattara le trophée brillamment remporté par les éléphants de Côte d'Ivoire lors de la dernière CAN, mais aussi le lieu pour Max-Alain Gradel, capitaine de l'équipe victorieuse, de remettre un présent exceptionnel à l'épouse du chef de l'État. Le maillot de l'équipe nationale, le premier maillot avec les 3 étoiles. Je vais vous remettre le maillot de Max Gradel, ce dernier maillot qu'il a porté pour la dernière fois avec l'équipe nationale. Visiblement ému par ce geste, Dominique Ouattara réitère son engagement à contribuer au rayonnement du football ivoirien. Mes chers enfants, c'est pour vous que nous organisons ce tournoi. Vous êtes l'avenir de notre nation et il est de notre devoir de vous offrir des opportunités de développement et de divertissement sain. Le sport, en particulier le football, est un vecteur extraordinaire de valeurs telles que le fair play, l'esprit d'équipe, la discipline et le respect. En participant à ce tournoi, vous avez l'occasion de vivre des moments de joie, de camaraderie et d'apprentissage qui vous serviront tout au long de votre vie. Je souhaite que ce tournoi soit pour vous un moment inoubliable dont vous vous souviendrez longtemps.
je souhaite que chacun donne le meilleur de lui-même. Souvenez-vous que l'essentiel n'est pas de gagner, mais de participer avec courage et détermination. Dans toutes les localités où se tiendra le tournoi, chaque équipe vainqueur repartira avec une enveloppe de 200 000 francs CFA. Des lots de récompenses sont également prévus pour les meilleurs finalistes perdants, les meilleurs buteurs et les meilleurs gardiens, soit un budget global de plus de 28 millions de francs CFA. Quelle stratégie de gestion des finances publiques pour les institutions supérieures de contrôle des finances? La question est au cœur de la formation initiée à l'intention des présidents de ces institutions de contrôle. Le Premier ministre Robert Begré-Mombé a présidé la cérémonie officielle d'ouverture ce matin à Abidjan. Alexis Ouedraogo. Pendant 3 jours, les présidents des institutions supérieures de contrôle des finances vont travailler à améliorer leur approche de la gestion des finances publiques dans les pays d'Afrique francophone. Une masterclass à leur endroit ouvert ses portes ce mercredi à Abidjan en présence du Premier ministre Robert Begré-Mombé. En ces temps de bouleversement et d'incertitude dans les espaces de gouvernance publique, le rôle des leaders des ISC en tant que garant de la transparence et de la reddition des comptes revêt une importance capitale pour garantir un avenir prospère et équitable à nos sociétés. Pour le président de la Cour des comptes, Kanvali Diomandé, la responsabilité des dites institutions est de veiller à la régularité de la gestion des ressources publiques, indispensable à l'épanouissement des populations. Pendant les 3 jours que dureront nos assises, nous aurons l'opportunité d'aborder divers thèmes, tels que la réforme de la gestion des finances publiques, l'évaluation des finances publiques, la gestion des risques financiers, ainsi que la modernisation des pratiques de gestion et de contrôle dans une démarche de prospective stratégique. Des mots soutenus par le chef du gouvernement. En réunissant les dirigeants des institutions supérieures de contrôle, des experts de haut niveau, des représentants du secteur public, offre une plateforme unique pour discuter des défis communs, des bonnes pratiques et des stratégies innovantes visant à renforcer la transparence et l'efficacité des politiques financières. Elle favorise également la coopération et la collaboration et contribue à l'échange des connaissances essentielles pour des progrès plus importants dans notre quête commune. La réunion permettra, outre mesure, des partages d'expériences et de connaissances autour du contrôle et d'assurer la bonne gouvernance des services publics à travers des contrôles pointus. Et en début d'après-midi, le Premier ministre Robert Begré-Mombé a rencontré une délégation du Fonds international de développement agricole FIDA. L'institution se félicite de la décennie de collaboration avec la Côte d'Ivoire et souhaite d'ailleurs la renforcer. En vue, l'inauguration prochaine à Abidjan du bureau Afrique régionale, Afrique de l'Ouest et centrale. Ce siège va permettre au FIDA et au gouvernement de Côte d'Ivoire de poser plus d'actions conjointes en faveur de la lutte contre la pauvreté et de la souveraineté alimentaire. Direction Yamoussoukro, le réseau parlementaire du groupe de la Banque mondiale et du FMI a été en visite de travail au Sénat. La présidente de l'institution, Kandia Camara, a dressé le tableau d'une Côte d'Ivoire qui se porte bien en s'appuyant sur le discours du chef de l'État devant le Parlement réuni en congrès. Elle est revenue sur les grands chantiers qui changent positivement l'image de la Côte d'Ivoire. Kader Sogodogo. Siège de la Chambre haute du Parlement ivoirien, le Sénat, à Yamoussoukro, une délégation du réseau parlementaire du groupe de la Banque mondiale et du Fonds monétaire international FMI en visite de travail. Après les civilités d'usage avec la présidente de l'institution, place à la séance de travail. Face au réseau parlementaire, Kandia Kamisoko Kamara, avec à ses côtés de nombreux sénateurs, présente cette Côte d'Ivoire qui se porte bien et avance inexorablement vers son développement pour le plus grand bien de ses habitants. Depuis un peu plus d'une décennie, la Côte d'Ivoire connaît à nouveau d'importants progrès, notamment sur les plans économiques et sociaux, dans sa marche inexorable vers le développement. Au regard de ce bilan exceptionnel, nous pouvons vous apporter la bonne nouvelle. La Côte d'Ivoire est sur la voie pour atteindre ses objectifs de développement. Et cela grâce au soutien du groupe de la Banque mondiale et du Fonds monétaire international.
Au sorti de la rencontre, le réseau parlementaire de la Banque mondiale et du Fonds monétaire international FMI repart avec des notes positives. À l'occasion d'une visite de terrain qui a été conduite par une délégation du réseau parlementaire de la Banque mondiale et du FMI en République de Côte d'Ivoire et au Sénat de Côte d'Ivoire. Nous souhaitons bonne chance au gouvernement de Côte d'Ivoire et nous vous remercions pour votre chaleureuse akouaba et votre hospitalité. La délégation du réseau parlementaire de la Banque mondiale et du Fonds monétaire international FMI était conduite par Marlène Malao-Forte, députée et ministre des Affaires juridiques et constitutionnelles de la Jamaïque. Après cette rencontre, le Sénat reprend du service. Le débat d'orientation budgétaire 2025-2027 est en session extraordinaire ce jeudi 27 juin 2024. Émissaire du président de la République, Adama Coulibaly, ministre des Finances et du Budget. Et je vous donne maintenant lecture d'un communiqué de presse émanant du Sénat. Madame Kandia Kamisoko Kamara, présidente du Sénat, convoque mesdames et messieurs les sénateurs à une session extraordinaire au titre de l'année 2024 à la demande du président de la République, conformément à l'article 95 de la Constitution, le jeudi 27 juin 2024 à 10h à la Fondation Félix Houphouët-Boigny pour la recherche de la paix de Yamoussoukro. L'ordre du jour porte sur le débat d'orientation budgétaire. Le présent communiqué tient lieu de convocation individuelle. Sécurité alimentaire, sécurité sanitaire, le ministre d'État en charge de l'agriculture se lance dans le renforcement de la coordination pour les activités de sécurité sanitaire des aliments en Côte d'Ivoire. La sécurité sanitaire des aliments est maillon essentiel à la protection des populations et au renforcement de la compétitivité des produits sur les marchés internationaux. Dans un monde de plus en plus globalisé, les enjeux liés à la santé alimentaire deviennent complexes et interdépendants. Faciliter les échanges d'informations, la concertation et l'harmonisation des politiques sectorielles en matière de sécurité sanitaire des aliments dans le but de rendre plus aisée la gestion intégrée de la sécurité sanitaire des aliments et de garantir ainsi la protection du consommateur. Le succès de cette démarche repose non seulement sur un savoir-faire scientifique, mais également sur la capacité d'adaptation aux évolutions technologiques. Il est crucial que chaque acteur prenne pleinement conscience de son rôle et de ses responsabilités dans la chaîne de valeur alimentaire. La collaboration entre les secteurs publics et privés, la société civile est essentielle pour atteindre nos objectifs. Ces objectifs sont entre autres l'amélioration du dispositif de sécurité sanitaire des aliments, le partage des bonnes pratiques et l'élaboration des stratégies concertées. La sécurité sanitaire des aliments demeure une priorité pour le président de la République, Son Excellence M. Alassane Ouattara, qui tient à faire de la Côte d'Ivoire un pays qui a la capacité de procurer à sa population une alimentation de qualité et en grande quantité. Cette rencontre de Jacquesville rassemble une trentaine d'acteurs étatiques et non étatiques. La couverture maladie universelle continue de s'étendre dans le pays. Les ministres Adama Kamara et Pierre Demba ont visité les sites d'enrôlement de la commune de Yopougon. Ils étaient accompagnés du président de l'Assemblée nationale, de parlementaires européens et de la directrice des opérations de la Banque mondiale en Côte d'Ivoire. L'objectif pour la délégation, s'imprégner du processus d'acquisition de la carte CMU. On reste en santé avec l'ouverture de la 5e campagne nationale de distribution gratuite de moustiquaires. L'opération s'inscrit dans le cadre de la lutte contre le paludisme. Elle démarre demain 27 juin à Yakasseme, dans la région de la Mé, zone sud de la Côte d'Ivoire. Didier Nguessan. Les habitants des régions de la Mé et de l'Agnébitiassa seront les premiers bénéficiaires de la 5e campagne nationale de distribution gratuite de moustiquaires. Le lancement officiel de cette opération aura lieu le 27 juin prochain.
Après le lancement, 16 millions de moustiquaires seront progressivement déployés dans 101 districts sanitaires à travers le pays, ciblant 29 millions de personnes. Outre l'objectif d'une distribution équitable et efficace, les autorités sanitaires doivent relever un autre défi. Ce que nous attendons de la population, c'est qu'elle vienne d'abord retirer la moustiquaire à partir du 27 et de l'utiliser effectivement. Parce que si 80% de la population utilise la moustiquaire effectivement, nous allons réduire le nombre de cas de paludisme. De nombreuses réunions de mobilisation sont organisées pour impliquer tous les acteurs sociaux clés dans cette initiative. Ces moustiquaires, ce sont des moustiquaires qui sont spécifiques au département d'Azopé. Ce sont des moustiquaires qui sont distribués en fonction de la résistance du moustique aux insecticides. Même si c'est le même emballage, vous allez voir ces moustiquaires, mais ce ne sont pas forcément les mêmes moustiquaires que vous allez retrouver dans d'autres villes de la Côte d'Ivoire. 86% des moustiquaires distribués sont de seconde génération, garantissant une meilleure protection. Initialement, il était prévu qu'on donne une moustiquaire pour 2 personnes. Mais finalement, on a décidé de donner une moustiquaire par lit ou bien une moustiquaire par natte. Utiliser les moustiquaires chaque nuit reste le moyen le plus efficace pour prévenir le paludisme. Les statistiques sur le paludisme en Côte d'Ivoire montrent une baisse significative du taux de mortalité qui est passé à 5 décès pour 100 000 habitants. Cependant, la maladie représente toujours 30% des consultations hospitalières. Quels sont les éco-gestes à adopter pour la préservation de l'environnement? Comment y engager les acteurs du système éducatif, les élèves et les étudiants? Le ministère de l'Environnement, du Développement durable et de la Transition écologique a décidé de les rencontrer pour en parler. Malika Koulibaly. Le développement durable constitue un des enjeux majeurs du XXIe siècle. La Côte d'Ivoire envisage à l'horizon 2030 de faire en sorte que cette vision puisse s'ancrer dans tout le corps social. Chaque citoyen est appelé à être un acteur responsable qui contribue à l'équilibre entre la qualité de l'environnement, l'efficacité économique et le progrès social. Le projet de renforcement des capacités des acteurs au développement durable et aux gestes éco-citoyens s'inscrit dans cette dynamique. Dans tous les établissements dans lesquels nous allons passer, nous allons installer un club vert et créer donc des jardins écologiques. Et ces jardins écologiques-là seront alimentés par les déchets organiques qui seront donc générés dans ces établissements scolaires. Le ministre de l'Environnement, du Développement durable et de la Transition écologique, Assaoré Kounon-Jacques, a expliqué le bien fondé des bonnes pratiques à adopter. Il s'agit de léguer à la jeune génération un environnement où il fait bon vivre. Les éco-gestes, c'est des gestes simples qu'on fait tous les jours. L'objectif, c'est de diminuer la pollution et de protéger l'environnement. Par exemple, quand on vous dit « ne jetez pas le papier par terre », c'est un éco-geste. Quand vous sortez de la maison, éteignez la lumière, c'est un éco-geste. Nous vous avons fait venir ici pour vous dire que la planète est en danger. Notre planète est en danger, on n'a plus besoin de démonstrations pour s'en rendre compte. Vous voyez qu'il pleut, il y a des inondations partout. Quand il ne pleut pas, c'est la chaleur torride. C'est des conséquences de l'action de l'homme. Donc il est question que maintenant on change de comportement. Des kits contenant des poubelles différenciées afin de trier les déchets ont été remis symboliquement à des associations estudiantines par le ministre de l'Environnement, du Développement durable et de la Transition écologique. Il les a exhortés à assainir leur environnement et leur cadre de vie. Et on change d'environnement. La diplomatie économique s'intensifie entre la Côte d'Ivoire et le Royaume-Uni. Le ministre des Affaires étrangères, de l'intégration africaine et des Ivoiriens de l'extérieur a eu une séance de travail avec une délégation d'hommes d'affaires britanniques. Ils représentent 40 entreprises de leur pays, avec à leur tête Mme Catherine Grace Brooker, ambassadeur du Royaume-Uni en Côte d'Ivoire. Michel Digré. Ce sont les représentants de 40 entreprises britanniques. Ces hommes d'affaires sont en Côte d'Ivoire pour mieux s'imprégner des opportunités d'investissement dans le pays. Pour le chef de la diplomatie ivoirienne, Léon Kakou-Adom, l'environnement des affaires en Côte d'Ivoire est rassurant. Il faut dès lors diversifier et accroître les flux commerciaux avec le Royaume-Uni qui se situe en 2023 à 517 milliards de francs CFA. Des arguments qui ont convaincu la délégation conduite par l'ambassadeur Catherine Booker.
Il y a beaucoup d'opportunités et les secteurs, surtout agri-industrie par exemple, énergie, infrastructure, logistique, transport, il y a beaucoup, on peut continuer. Mais je suis vraiment heureuse d'avoir plus de 40 entreprises ici représentées pour découvrir les opportunités ici en Côte d'Ivoire cette semaine. La Côte d'Ivoire et le Royaume-Uni entretiennent d'excellents rapports de coopération depuis octobre 1960, date de l'établissement des relations diplomatiques entre les deux pays. Elle est célébrée chaque année le 24 juin. La journée de la fonction publique vise entre autres à valoriser les agents, à mettre en avant la qualité du service public. Cette année, il a été question de l'importance de la bonne gouvernance du service public dans un contexte de modernisation de l'administration en Côte d'Ivoire. Michel Digré. La bonne gouvernance au cœur de la 4e édition des Journées de la fonction publique. À Boisflé, la problématique fait débat. La volonté d'un service public de qualité est affichée. Nous voudrons des fonctionnaires avec un esprit nouveau. Un fonctionnaire qui est capable de faire son travail avec responsabilité, avec tous les principes fondamentaux du service public. Parmi ces principes fondamentaux, la bonne gouvernance, le président de l'institution en charge de la question monte au créneau au cours d'un panel. Epiphane Zorobalo donne les enjeux de la bonne gouvernance dans le service public dans un contexte de modernisation de l'administration. Le service public et l'administration notamment constituent un pilier essentiel dans le cadre de la mise en œuvre de nos objectifs de développement portés par le plan national de développement. Pour qu'on arrive aux objectifs assignés dans le plan de développement, qui est de faire en sorte que les fruits de notre croissance soient partagés, soient ressentis par chacun de nos concitoyens, il faut une bonne gestion des deniers publics, il faut de la transparence au niveau des administrations et il faut une administration au service des besoins de base de nos populations. Cette contribution de la Haute Autorité pour la bonne gouvernance fait partie des initiatives engagées pour un service de qualité dans l'administration ivoirienne. Et pour cette 4e édition des Journées de la fonction publique, plus de 900 fonctionnaires et agents de l'État ont été décorés. Parmi eux, 173 commandeurs, 261 officiers, 484 chevaliers, tous élevés dans l'ordre du mérite de la fonction publique pour leur abnégation au travail. Dans le domaine des infrastructures énergétiques durables, comment planifier, comment programmer et financer? La 14e assise du réseau francophone des régulateurs de l'énergie a décidé de plancher sur ces questions. La cérémonie d'ouverture a été présidée par le ministre ivoirien des Mines, du Pétrole et de l'Énergie. Voyons cela avec Juliette Ouéa. En Afrique, les enjeux se traduisent par un besoin d'accès à l'énergie. Plus de 40% des populations africaines n'ont pas accès à l'électricité, soit un peu plus de 500 millions d'habitants. Pour résoudre ce problème, il faut mutualiser les efforts et développer l'accès à l'énergie en vue d'un avenir plus propre et plus vert. C'est ce que recommandent 25 autorités de régulation du secteur de l'électricité d'Afrique, d'Europe, d'Amérique et d'Asie. Leurs représentants participent à Abidjan aux 14e assises du réseau francophone des régulateurs de l'énergie. La régulation au Tchad date de seulement 4 années. Il faudrait qu'on mette en concert surtout le partenariat public-privé pour permettre l'entrée massive du secteur privé dans la planification et dans la programmation et surtout le financement des activités du secteur électrique. Nous avons, je dirais, une certaine autonomie, tout le monde est bien branché, tout le monde bénéficie de l'électricité. Toutefois, grand intérêt pour nous de partager nos expériences. En Côte d'Ivoire, le gouvernement s'engage résolument à augmenter son offre énergétique dans les années à venir. En Côte d'Ivoire, nous avons, pour ce qui nous concerne, investi au total 1700 milliards de francs CFA sur les 10 dernières années. Et 1000 milliards ont été la contribution du secteur privé.
Au moment où je vous parle, près de 1221 milliards de projets sont en cours de réalisation. Les participants aux 14e assises du réseau francophone des régulateurs de l'énergie vont partager leurs expériences, notamment les techniques et bons procédés de recherche efficace de financement de projets énergétiques. En politique, le RHDP ouvre une session de formation de ses militants. En premier, les responsables des structures de base du parti vont voir leurs capacités renforcées, notamment sur les règles du parti, la discipline et la maîtrise du processus électoral. Ensuite, ils devront à leur tour former les militants dans les 350 départements politiques du RHDP sur le territoire national. Moussa Konaté, Hervé Mboire. Des militants bien formés pour les futures batailles électorales. Les responsables des structures de base du RHDP en formation à la rue Le Pic, siège du parti. Ils seront instruits sur divers modules, notamment la connaissance des textes réglementaires du parti, la discipline et la maîtrise du processus électoral. Un militant mal formé devient un danger même pour son propre parti. Mais pour être formé, il faut qu'il y ait des formateurs. Et nous sommes engagés à être des formateurs. Et à notre tour, nous irons former nos militants. Si le meilleur pays est celui qui produit la plus belle espèce de citoyens par la formation, alors le RHDP, qui est le plus grand parti de la Côte d'Ivoire, sera le parti politique qui produira la meilleure espèce de militants par la formation politique et par l'éducation politique. Sensibiliser, mobiliser et se réorganiser pour affronter les échéances à venir. C'est le défi que les membres du secrétariat exécutif se sont assignés à relever à travers cette séance de formation. Aujourd'hui, on se retrouve ici pour former les formateurs afin d'aller donner les moyens à nos militants, aussi bien au niveau du comportement, c'est-à-dire l'humilité et la proximité, aussi bien au niveau du savoir, c'est-à-dire les grands enjeux d'idéologie, les grands bouleversements, et bien entendu au niveau de l'art oratoire et de l'encadrement local. Nous sommes un parti de démocratie, un parti de paix, et donc il est important que nous partagions ces valeurs à nos militants et surtout qu'ils respectent de manière scrupuleuse les textes et règlements du parti, surtout en tant que parti au pouvoir qui veut dans les mois à venir continuer à exercer le pouvoir d'État. Cette session sera suivie les jours prochains d'une grande séance de formation des militants dans les 350 départements politiques que compte le RHDP sur toute l'étendue du territoire national. En sport, ce mercredi est une date mémorable pour les supporters de l'Africa Sport Abidjan. Yamoussoukro FC est venu à bout d'Iska sur la marque d'un but à 0 au stade du lycée scientifique de Yamoussoukro. Une victoire largement suffisante dans le groupe A qui a fait le bonheur des Aiglons qui verront ainsi leur équipe évoluer l'an prochain en Ligue 1. Dans l'actualité sur le continent africain, le président kenyan William Ruto a cédé à la pression de la rue. Il a finalement annoncé aujourd'hui le retrait du projet de budget 2024-2025, un texte très controversé qui prévoyait des hausses de taxes. Suite aux manifestations de contestation dans le pays, au moins 23 personnes sont mortes hier mardi dans la répression selon les organisations des droits de l'homme. Le président a appelé à une concertation nationale. Il promet d'organiser un dialogue avec les forces vives de la nation, la société civile, les religieux et également les syndicats. Et rappelons pour terminer cette visite officielle du président angolais João Lourenço qui démarre aujourd'hui. Une visite de 72 heures sur le sol ivoirien. Le président angolais aura un tête-à-tête avec son homologue ivoirien, le président Alassane Ouattara. Et cette visite vient renforcer les relations bilatérales entre les deux pays. Des accords de partenariat vont être signés entre Abidjan et Luanda et ce, dans plusieurs domaines. Et c'est tout pour ce 20h. Merci de nous avoir suivis. Rendez-vous demain avec Kolo Koulibaly. Bonsoir.